Lorsqu'on leur accorde une place, les pauvres figurent généralement comme les acteurs d'anecdotes tragiques ou édifiantes, des êtres dignes d'admiration ou de pitié, mais jamais comme une source de connaissances, ni comme des personnes qu'il importerait de consulter pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent ou ce qu'ils font. Esther Duflo est ce soir notre invitée, et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Joan Baez. Heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. Diamonds and rust. Well, you burst on the scene already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now. It's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly, and if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.
Esther Duflo, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Cela fait longtemps que nous vous l'avons lancée, cette invitation. Mais vous n'habitez pas en France, vous enseignez au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vous êtes de passage à Paris. Pour nous, vous êtes l'une des penseuses de l'économie les plus intéressantes du moment pour différentes raisons. D'abord parce que vous croisez plusieurs disciplines, comme l'économie, l'humanisme, l'anthropologie. Ensuite, parce que vous pensez que l'économie, c'est quelque chose qui peut arranger et peut-être améliorer la vie des gens, et que c'est pas forcément des graphiques sur des papiers et puis des injonctions à essayer de modifier la réalité. Et aussi parce que vous vous intéressez à la pauvreté depuis très longtemps, que vous êtes l'auteur d'une trilogie qui s'intitule Lutter contre la pauvreté et que vous avez publié avec Amjit Banerjee Repenser la pauvreté, un gros volume absolument passionnant dont j'ai lu un très court extrait en ce début d'émission. Alors d'abord, Esther, selon quel principe d'éducation avez-vous été élevée ? Le principe tout à fait classique pour une enfance française, disons, de classe moyenne. Je suis allée à l'école publique, au collège public, en Hippocagne, en Cagne, etc. Donc très bon élève. Très bon élève, oui. Peut-être pas très original, mais en tout cas vraiment dans les rails. Et quand même des parents engagés, des parents qui estimaient que essayer de faire du bien autour de soi, c'était une bonne chose. Oui, c'est peut-être ça qui a fait la différence dans mon éducation, plus que le parcours scolaire finalement très très standard. C'est le fait que ma mère en particulier était et toujours d'ailleurs impliquée dans le mouvement humanitaire. Elle est pédiatre. Elle était pédiatre, maintenant elle est pédiatre à la retraite, et elle était impliquée, et toujours très impliquée, dans une organisation qui s'appelle l'Appel, qui vient en aide aux enfants victimes de conflits. Donc elle voyageait, en plus de ses activités de pédiatre de ville, quelques semaines par an, et nous revenait pour nous montrer ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait vu, et nous dire le fait que nous la laissions partir était la manière dont nous, on pouvait contribuer à aider la vie de ces enfants. Ce qui, je pense, a permis de faire démarrer cette réflexion chez moi très tôt en disant pourquoi ces enfants ont besoin d'être aidés, pourquoi moi je suis née dans cette vie que j'ai, confortable, dans la banlieue parisienne, etc., alors que d'autres enfants ont des sorts complètement différents, et d'une part d'où ça vient, et d'autre part quelle est la responsabilité que ça me donne. Et à partir de ce moment-là, vous avez décidé de comprendre les mécanismes d'inégalité dans le monde, mais très jeune, vous avez commencé à voyager. Ça a pris beaucoup de temps, en fait, entre le moment où je me suis posé cette question, qui était donc très jeune, et le moment où j'ai compris que ma carrière professionnelle pouvait en fait être dédiée à cette question. Pendant toute mon enfance, etc., j'avais un peu l'impression que c'était une question à laquelle il fallait que je pense dans mes heures perdues, ou en plus du vrai travail. Et c'est que vers 20 ans que je me suis dit, mais il n'y a pas de raison de passer la plupart des heures de la journée à faire quelque chose qui est peut-être moins important que cette question que je me pose depuis toujours. Alors c'est par la voie de l'économie que vous avez décidé de vous spécialiser pour aider autrui. Quelle définition donneriez-vous de cette discipline aujourd'hui ? Les autres sciences sociales ont tendance à accuser l'économie d'être extrêmement impérialiste. Donc si je donne ma définition de l'économie, j'ai peur de renforcer cette impression. Mais la manière dont l'économie est pratiquée aujourd'hui est extrêmement diverse, en fait, selon les gens. Les questions sont des questions d'économie dès le moment où on se pose la question du bon usage d'une ressource rare, qui peut être l'argent, évidemment, mais aussi le talent, les places dans des écoles, ou toute question d'allocation, en fait, des ressources à leurs meilleurs usages, et deviennent des questions d'économie. Et vous avez été à l'université, à l'intérieur de filières qui dispensaient la science économique comme une discipline qui n'était pas forcément celle pour gagner le plus d'argent
le plus vite possible, mais qui pouvait être aussi une clé de répartition pour plus d'égalité dans le monde. Je pense qu'on a un petit peu tendance à confondre les économistes, disons en tant qu'économistes académiques, professionnels, professeurs, etc., qui se posent ces questions, et les économistes qu'on entend plutôt à la radio ou à la télévision, qui sont en général les conseillers économiques de grandes entreprises ou au gouvernement, etc., qui sont vraiment beaucoup plus attachés à des questions d'argent. Donc du coup, c'est vrai que la perception de l'économiste, les économistes ont très mauvaise réputation. Une partie de cette mauvaise réputation est probablement justifiée, étant donné la manière dont fonctionne la discipline, les erreurs qu'on a faites, etc. Mais une partie vient de cette confusion, en fait, où on se dit, ah bah, si quelqu'un est économiste, c'est qu'en fait, il s'intéresse à la finance et qu'il travaille pour les riches, etc. Alors que c'est pas forcément du tout le cas. Parce qu'il y a presque toutes les questions qui nous touchent, que ce soit des questions d'éducation, des questions de répartition de la richesse, des questions d'organisation de la vie sociale, deviennent des questions en partie d'économie. Pas, en général, pas exclusivement, mais en partie, il y a des questions d'économie qui se posent. Quel âge avez-vous, Esther Duflo, quand vous avez pour la première fois lu dans une bande dessinée sur Mère Teresa que la ville, alors appelée Calcutta, était si densément peuplée que chacun de ses habitants ne disposait que d'1 mètre carré pour y vivre? C'était dans Astrapi, donc ça le localise très bien. Je devais avoir entre 8 et 9 ans. Et donc, il y avait cette bande dessinée sur Mère Teresa. C'est peut-être la première fois que à cause justement des voyages de ma mère, j'avais déjà vu des images de gens vivant en pauvreté, mais cette bande dessinée sur Mère Teresa, c'est la première fois que ça m'a donné une image complète, disons, de ce que c'était de quelqu'un qui vivait dans la pauvreté. Effectivement, il y avait cette image de Calcutta où les gens étaient tellement serrés qu'ils avaient que 1 mètre carré pour vivre. Comme mes notions de géométrie étaient très limitées, je pensais à l'époque que 1 mètre carré, c'était forcément un carré de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et du coup, j'avais demandé à ma jeune fille au père, mais comment ils font pour dormir s'ils peuvent pas s'étendre les jambes? Et du coup, elle m'avait dit, mais tu sais, 1 mètre carré, ça peut aussi être 50 cm sur 2 mètres. Ce qui m'avait bien rassurée, parce que je me disais, du coup, ils pouvaient s'aligner les uns à côté des autres. Je vous propose d'écouter la voix de Amartya Sen, prix Nobel d'économie. Je crois que c'est l'un de vos maîtres, Esther Duflo, d'origine indienne, donc. Amartya Sen, de Calcutta. Amartya Sen qui va souligner que la démocratie est souhaitable et qui va analyser ses travaux économiques. C'est une archive INA du 20 février 2010. Possible, and it's extremely desirable. La démocratie est en effet tout à fait souhaitable. Mais il faut bien voir que la démocratie joue de nombreux rôles. Le rôle principal, à mes yeux, est celui que décrit John Mills. Autrement dit, c'est le gouvernement par la discussion, le gouvernement par le débat. Et cela constitue, à mes yeux, la raison d'être principale d'une société, d'une économie et d'une politique raisonnée. Particulièrement dans le contexte de la famine, la prévention de celle-ci par la démocratie dépend d'un certain nombre de points de vue. Il faut donner suffisamment d'informations sur une situation qui pourrait mener à la famine. Mais pour répondre à cette question sur la pauvreté et la famine et le fait que je serais marxiste, eh bien Marx est tout à fait présent dans notre réflexion au quotidien. Mais l'un des problèmes de la théorie de Marx, c'est qu'il n'y a pas de théorie politique de la démocratie appropriée. Marx lui-même s'intéressait beaucoup à la liberté individuelle. Aujourd'hui, les gens ne le reconnaissent pas, ça. Alors nous venons d'entendre la voix d'Amartya Sen, très grand économiste. Je crois que ça a été l'un des premiers qui publiquement a attiré notre attention en tant que citoyens à travers le monde sur le fait que la discipline de l'économie pouvait être bienfaisante pour celles et ceux qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté dans le monde. C'est un économiste qui n'est pas occidental et qui justement a pensé autrement. Ça a été une véritable révolution dans cette science pour nous, citoyens, mais aussi, je crois, pour vous, Esther Duflo.
Moi, je pense que ce que Amartya Sen a montré de manière vraiment très claire et qui a complètement changé la notion d'économie du développement et d'économie de la pauvreté en général, c'est l'idée que d'être pauvre, ça changeait en fait potentiellement la manière dont les gens pouvaient vivre leur vie complètement. C'est-à-dire être pauvre, c'est pas juste avoir moins d'argent, mais être pauvre, ça pouvait changer, ça pouvait empêcher les gens de se réaliser complètement en tant qu'être humain, à cause des limitations qui sont liées à la pauvreté. Et après, en fait, tout le champ de l'économie de la pauvreté, de l'économie de développement, s'est construit en essayant à partir de cet argument de base et en le développant, en le rendant de plus en plus riche et en montrant, et on continue à travailler là-dessus même aujourd'hui, les différentes manières dont la pauvreté elle-même, et en particulier la pauvreté extrême, change la manière dont les gens fonctionnent, existent, quelles sont leurs opportunités, et donc, dans le sens de Sen, affectent en fait leur liberté de manière très profonde. Alors la pauvreté n'est pas un destin, la pauvreté n'est pas une assignation sociale. La pauvreté est un accomplissement de soi-même avec la possibilité d'une liberté. Et cependant, votre combat, et ce, malgré votre jeune âge depuis le début que vous êtes engagé en économie, c'est d'essayer d'estimer d'abord la dignité des interlocuteurs avec qui vous travaillez, c'est-à-dire des personnes qui se trouvent dans une situation et un état de pauvreté, mais en comprenant comment ils pensent leur rapport au monde et en n'estimant pas que c'est forcément vous qui savez et qu'allez leur dire ce qu'il faut faire. Il faut tomber ni dans un écueil ni dans l'autre, ni dans un écueil de se dire moi depuis ma position à moi qui est forcément très éloignée de celle d'une personne pauvre, que ce soit en France d'ailleurs ou en Inde, qui n'a pas du tout le même quotidien, etc. Je vais lui donner des leçons pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Il faut pas non plus tomber dans l'écueil opposé qui est de se contenter en fait de la compréhension que les gens ont de leur propre destin à un moment donné. Parce qu'en fait, le fait même d'être pauvre change les perspectives que les gens peuvent avoir sur ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, des gens qui sont très pauvres, qui habitent dans des villages au Bangladesh, dans la saison qui précède la saison de la récolte, où il y a vraiment très très peu à manger, ont pas forcément l'idée ou pas forcément le courage ou pas forcément l'information nécessaire pour se dire je vais partir en ville pendant quelques semaines, gagner de l'argent que je pourrais renvoyer à ma famille. Parce que en fait personne ne l'a jamais fait, ou ceux qui l'ont fait n'ont pas tous réussi, ou ils sont pas sûrs que s'ils réussissent pas, ça se transforme pas en un désastre absolu, etc. Et donc on peut à la fois comprendre pourquoi ils décident, par exemple, de ne pas envoyer un migrant dans la famille, et en même temps, ne pas considérer que le fait qu'ils ne le fassent pas montre que ça peut pas être fait. Et en fait, c'est dans cet entre-deux qu'il faut se placer. Et les économistes, disons, avant Amartya Sen, il faut leur rendre crédit, avaient essayé d'expliquer que si les pauvres ne font pas quelque chose qui paraît évident aux non-pauvres, c'est pas forcément parce que ils n'ont pas compris, ou ils sont ignorants, ou ils sont bêtes. C'est parce que c'est pas la meilleure chose à faire pour eux à ce moment-là. Ce qu'Amartya Sen nous a montré, c'est que parfois, même si c'est pas la meilleure chose à faire pour eux à ce moment-là, il peut être possible de créer les conditions dans lesquelles ça peut être une bonne chose à faire. Et donc, toute l'action politique au sens large, ça peut être l'action d'un gouvernement, ça peut être l'action d'une ONG, et elle est dans cet espace-là, en fait. De pas remplacer les choix des gens pour eux, mais en même temps d'augmenter les possibilités que les gens ont de réaliser les actions qui les accompliront qui leur permettront de se réaliser complètement en tant qu'humains. Donc ne pas juger, ne pas venir avec des théories toutes faites et des applications qui découleraient de ces théories, mais aller sur le terrain, comprendre les mentalités, parler aux gens, s'imprégner de cette vie quotidienne pour savoir comment des choses qui ne fonctionnent pas pourraient mieux fonctionner. Donc vous faites de l'économie qui croise l'anthropologie au fond.
Les anthropologues, ils passent beaucoup plus de temps sur le terrain que nous, pour être honnête. Moi, je passe du temps sur le terrain, mais quelques jours, quelques semaines, tandis que les anthropologues passent parfois des années sur le terrain pour essayer de vraiment comprendre comment toute l'organisation d'une petite société fonctionne. Donc, ce serait un petit peu prétentieux de ma part que de dire que je croise l'économie et l'anthropologie. Mais par contre, effectivement, l'importance d'aller sur le terrain et de voir comment les choses se passent en réalité est absolument critique, essentielle. L'étape suivante, si on accepte l'idée justement qu'on ne sait pas tout, que nos théories sont pas forcément très justes, mais que les théories que les gens ont sur leur propre pauvreté ne sont pas forcément très justes non plus, ça amène très naturellement à l'idée qu'il faut tester, que quelles que soient nos idées, quelles que soient les idées de nos partenaires, même si ce sont des organisations formidables, il faut les mettre à l'épreuve d'un test rigoureux qui nous permette de voir si effectivement l'intervention qu'ils proposent est efficace ou elle l'est pas, ce qui permet d'ailleurs dans la foulée de comprendre si l'explication qu'on avait au problème est bon ou pas. Par exemple, pour revenir à l'exemple de la migration saisonnière au Bangladesh, juste pour avoir un exemple concret, si on se dit l'un des freins à cette migration saisonnière, c'est la peur de payer le billet de bus et que finalement ça marche pas. Est-ce que, en proposant aux gens de leur financer leur billet de bus et peut-être leur 2 jours d'hôtel quand ils arrivent, on encouragerait une migration saisonnière? Et question suivante, si effectivement cette migration saisonnière était améliorée, est-ce que ça augmenterait de beaucoup le bien-être des gens restés au village parce que il y aurait plus d'argent qui reviendrait dans la famille? Et donc ça, c'est une expérience qui a été menée par un économiste justement bangladeshi qui travaille à Yale aujourd'hui, qui s'appelle Moshfeq Mobarak, qui a fait une expérience où il a proposé à certaines personnes ces billets de bus pour que les gens puissent aller en ville à la période creuse, en fait, à la période creuse dans l'agriculture. Et il a effectivement trouvé que à peu près la moitié des gens à qui on faisait cette offre la saisissaient, ce qui montre que c'était vraiment une barrière, et que ceux qui la saisissaient gagnaient vraiment beaucoup plus d'argent en ville qu'à la campagne où il n'y avait rien à faire à ce moment-là, et renvoyer cet argent à la campagne, ce qui permettait d'augmenter la consommation alimentaire des enfants, des vieilles personnes, etc., rester sur le terrain. Donc montrant que l'hypothèse était correcte et que ça nous conduit à une réponse possible au problème de famine saisonnière qu'on rencontre encore au Bangladesh. Alors c'est fascinant de vous lire, Esther Duflo, parce que on s'aperçoit que ce que vous pensez est issu de vos réflexions sur le terrain, des modes de vie de personnes qui pourraient mieux vivre. Vous prenez un exemple très concret, je vais en prendre un autre dans Repenser la pauvreté que vous avez donc écrit et qui est le fruit d'une très longue expérience et de plusieurs terrains, que ça soit en Afrique ou en Inde. Ce livre fondamental que vous avez écrit avec Amdit Banerjee. Je vais prendre l'exemple de la moustiquaire. Vous pouvez expliquer la moustiquaire? La moustiquaire, c'est normalement quelque chose qui devrait protéger les personnes de différentes maladies, dont une qui est très répandue à travers le monde, qui est le paludisme. Et pourtant, cette moustiquaire n'est pas forcément utilisée par les personnes qui pourraient être atteintes de ce paludisme. Pourquoi? Et comment, par les observations que vous avez faites, vous et vos équipes à travers le monde, vous avez pu faire comprendre que des choses aussi élémentaires et aussi peu chères qu'une moustiquaire pouvaient sauver des gens? Alors ça, c'est des travaux essentiellement des travaux de Pascaline Dupas, qui est une économiste française qui est aujourd'hui à Stanford. Et en fait, elle s'intéressait à ce débat parce qu'il y avait un gros débat entre, disons, 2 camps. Un camp qui dit pour l'instant la moustiquaire est le meilleur moyen qu'on connaisse de limiter les infections par le paludisme, parce qu'on ne sait pas encore quoi faire d'autre. Donc, il faut en distribuer le plus possible, gratuitement, le plus rapidement possible. Et un autre camp qui disait oui, mais si on les distribue gratuitement, les gens ne vont pas leur accorder la valeur qu'ils devraient leur accorder, vont pas les utiliser comme prévu, etc. Il y avait des photos qui circulaient, et on en voit encore de temps en temps. Il y a des articles qui ressortent encore de temps en temps comme ça. On voit des photos de moustiquaires utilisées comme filet de pêche ou comme voile de mariage, etc. Et en fait, donc les gens se disputaient sur cette question sans vraiment avoir testé. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a organisé une série de tests
en distribuant soit des moustiquaires gratuites, soit des bons pour des moustiquaires à prix réduit. Et ce dont elle s'est rendue compte, c'est que d'une part, le prix de la moustiquaire est extrêmement important, c'est-à-dire même à prix très réduit. On a l'impression une moustiquaire, ça coûte à peu près 7 à 8 $, 6 à 7 euros. On peut se dire c'est vraiment pas beaucoup, mais en fait c'est déjà beaucoup pour une famille africaine, surtout s'il y a plusieurs enfants et donc on a besoin de plusieurs moustiquaires. Et elle s'est rendue compte que quand le prix passe de 0 à n'importe quel prix positif, même petit, le nombre de gens qui vont chercher une moustiquaire réduit. Bon, première rencontre, c'est... Donc ça va dans la direction de dire il vaut mieux les distribuer gratuitement pour en avoir le plus possible. D'un autre côté, il y avait cette question, mais est-ce qu'ils vont les utiliser si on leur donne gratuitement ? Et là, elle s'est rendue compte que oui, qu'en fait, le prix que les gens payent pour une moustiquaire n'affecte pas du tout s'ils l'utilisent ou pas, que si les gens ont une moustiquaire, ils l'utilisent. Donc en fait, ça c'est vraiment l'argument économique, disons, de base. C'est voilà, si les gens doivent payer pour quelque chose alors qu'ils ont tellement de demandes sur leurs revenus très limités, ils vont pas le faire. En revanche, s'ils l'ont gratuitement, ils sont très contents de le faire. Ces expériences, elles ont été très importantes parce que elles ont vraiment changé le débat sur la question. C'est-à-dire, après les expériences originales de Pascaline et des répétitions de même type d'expériences dans d'autres contextes, finalement, le débat s'est arrêté. On a dit, bah oui, effectivement, il faut distribuer les moustiquaires gratuitement et le plus efficacement possible. Même des organisations qui avant insistaient sur un prix positif ont changé d'avis et ont dit non, la science finalement a parlé, il faut les distribuer gratuitement pour maximiser la couverture. Parce qu'en fait, en plus, quand on a à peu près 80% d'une population qui est couverte par les moustiquaires, les moustiques s'en vont. Donc, on peut vraiment faire disparaître le paludisme dans une région. Et grâce à ça, je crois vraiment que ça a eu un rôle très important. Les moustiquaires se sont multipliés en Afrique depuis donc à peu près ces travaux, ça date de 2005, les premiers travaux. Entre 2005 et 2015, les moustiquaires se sont multipliés en Afrique et le paludisme a énormément réduit en Afrique. C'est bien que même les gens qui étaient les plus anti-moustiquaires gratuites au départ, finalement, se sont rendus à l'évidence que c'était la bonne chose à faire. Ce qui est, je crois, une belle histoire de comment, de temps en temps, une approche un petit peu dépassionnée, qui dépasse les luttes un peu idéologiques sur gratuité, pas gratuité, etc., et qui dit mais qu'est-ce que ça fait comme différence finalement, on peut peut-être regarder directement, peut avoir une influence positive en l'occurrence énorme, parce que la réduction du paludisme en Afrique, c'est vraiment une des extrêmement bonnes nouvelles de cette dernière décennie. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez Fatoumata Diawara. I want to know.
Les personnes qui vivent avec si peu, très peu, soit 865 millions de personnes, soit 13% de la population mondiale en 2005, sont par ailleurs comme le reste d'entre nous. Je vous cite Esther Duflo. Ils éprouvent les mêmes désirs, ils ont les mêmes faiblesses. Les pauvres ne sont pas moins rationnels que les autres, au contraire. Précisément parce qu'ils possèdent si peu de choses, ils se montrent souvent extrêmement prudents dans leurs choix. Ce n'est qu'en développant une économie complexe qu'ils peuvent survivre. Pourtant, malgré cette proximité, nos vies sont radicalement différentes. Et cette différence a beaucoup à voir avec des aspects de nos vies que nous considérons comme allant de soi et auxquels nous ne prêtons, pour ainsi dire, jamais attention. Quelle serait aujourd'hui, début 2019, votre définition de la pauvreté ? Elle n'a pas changé par rapport à 2005, c'est-à-dire la définition de la pauvreté extrême, c'est-à-dire la grande pauvreté, celle dont on traitait dans ce livre-là, c'est de vivre avec moins de à peu près $2 par jour et par personne, en prenant en compte le fait que les prix sont plus faibles dans les pays pauvres. Donc c'est vraiment, il faut essayer de s'imaginer, est-ce que je peux vivre avec $2 par jour à Paris ? Sans compter le loyer, disons, parce qu'en général, les loyers sont pas comptés là-dessus. Donc c'est pas impossible, mais effectivement, ce serait très très peu. C'est une définition possible de la pauvreté, c'est celle qui nous a préoccupés dans ce livre, et c'est la vie de ces gens-là qui nous a préoccupés dans ce livre. Évidemment, il y a aussi d'autres définitions de la pauvreté qui sont peut-être plus appropriées pour les pays riches, comme la France, qui sont des notions plus relatives. C'est-à-dire, on est pauvre quand on est très loin, quand on vit avec beaucoup moins de moyens que la personne moyenne dans la société. Et du coup, cette notion de pauvreté-là, elle bouge en même temps qu'un pays s'enrichit. Les gilets jaunes, vous en pensez quoi, vous qui vivez aux États-Unis ? Ça, c'est une grande question. Il y a plusieurs... On peut en penser plusieurs choses. On peut se poser la question de d'où ça vient. On peut se poser la question de la nature de la manière dont le mouvement est organisé. Je ne sais pas si quel aspect vous intéresse le plus. Par rapport à cette notion de pauvreté et l'expression justement de cette différence dans un seul territoire géographique de personnes qui n'arrivaient pas à faire entendre justement cette pauvreté qui s'accroît. Oui, donc ça c'est la question de d'où ça vient. C'est-à-dire que je pense que c'est à la fois la pauvreté et les inégalités. Et c'est un mouvement c'est une souffrance que on retrouve aussi bien en France qu'aux États-Unis, avec des manifestations différentes aux États-Unis, mais finalement pas tellement lointaines. C'est-à-dire un rejet qui s'est traduit par l'élection de Trump de ce qu'ils appellent les élites en fait, qui peut en partie s'expliquer par le fait que le salaire moyen stagne depuis plusieurs décennies, alors même que le revenu des États-Unis ne cesse d'augmenter, mais que tous ces écarts, tout le gain économique dans son ensemble va à une toute petite minorité. Et c'est beaucoup moins extrême en France, cette augmentation d'inégalité, mais elle a lieu aussi. Et donc, il y a une question de pauvreté, puis il y a une question d'inégalité. C'est-à-dire, même pour des gens qui sont pas pauvres, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec le revenu moyen de la France n'est pas pauvre dans le sens où quelqu'un qui vit avec $2 par jour et par personne en est pauvre. Mais il peut se sentir quand même injustement exclu de la prospérité générale. Il est bon pour la profession économique de faire son mea culpa sur ce mouvement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays d'Europe où il y a des mouvements populistes qui prennent de plus en plus d'ampleur, ou que ce soit vis-à-vis des gilets jaunes en France. C'est-à-dire, il y a quand même un discours qui est « mais oui, serrez-vous la ceinture parce que grâce à ces sacrifices que vous faites, l'économie n'en sera que plus forte, l'Europe ne sera que plus forte, et au bout d'un moment... vous allez en bénéficier. » Et je pense que au bout d'un moment a mis trop longtemps pour arriver. Un certain nombre de gens, peut-être même plus de gens que les gilets jaunes, peut-être que c'est plus général que les gilets jaunes, mais c'est plus extrême chez les gilets jaunes, se sont dit, ça fait combien de temps qu'on dit que ça nous convient pas ce système-là? Comment il faut le dire? Donc, aux États-Unis, c'est élire Trump. Ici, c'est
c'est les Gilets jaunes, en ce moment. Mais après, cette manifestation-là, même si on peut comprendre d'où elle vient, je comprends très bien d'où elle vient. La manière dont elle s'exprime, que ce soit par l'élection de quelqu'un aux États-Unis qui rejette les normes de comportement normal, de comportement acceptable dans la sphère politique, ou que ce soit en France par à nouveau le rejet de toutes les normes de comment on manifeste, comment on ne manifeste pas, comment on exprime des revendications, c'est extrêmement effrayant. Dans cette émission, Esther Duflo, nous demandons à quelqu'un qui connaît le parcours de l'invité de s'exprimer sur son sujet et de lui poser une question. Nous avons demandé à votre ancien professeur, Daniel Cohen, économiste bien connu et reconnu en France, à la fois pour ses éditoriaux dans la presse quotidienne, mais aussi pour ses très nombreux livres. Le dernier s'intitule « Il faut dire que les temps ont changé », de nous dire ce qu'il pensait de vous. Écoutez ce que dit Daniel Cohen. J'ai eu évidemment cet immense plaisir et au fond chance d'avoir Esther comme élève. C'était au tout début de ce qu'on avait essayé de faire à l'école normale supérieure dans ce qu'on appelait à l'époque le département de sciences sociales avec Christian Baudelot, à savoir d'attirer un nombre aussi important que possible d'élèves normaliens vers des sciences sociales en général et en économie en particulier. Et Esther a été en quelque sorte l'une des pionnières de ces élèves qui ont accepté de quitter le cursus classique qu'on proposait aux normaliens, à savoir soit la philosophie et l'histoire pour les uns, soit les mathématiques et la physique pour les autres. Et ça a été une grande chance de pouvoir créer un mécanisme un mouvement un peu cumulatif d'un nombre croissant d'élèves qui ont fini par s'intéresser à nos disciplines. Et Esther était vraiment parmi les toutes premières. Elle a elle-même d'ailleurs longtemps hésité entre l'histoire et l'économie, et c'est presque par hasard qu'elle a basculé dans l'économie. Et sa trajectoire de chercheuse ensuite, qui fait qu'aujourd'hui elle est une des plus grandes chercheuses dans son domaine et plus généralement en économie. Et je pense qu'on n'a aucun risque à annoncer qu'elle aura très vite le prix Nobel pour ses travaux en économie du développement. Mais sa trace comme chercheuse porte aussi la marque de cette hésitation. Elle était historienne, elle est devenue économiste, et son rapport à l'économie a toujours été au fond empreint de cette ambivalence sur cette discipline. Pendant très longtemps, l'économie, et surtout en France, était dans la main des mathématiciens, de ceux qui avaient une vision, on va dire, très abstraite de la science économique, qui n'était science qu'à condition d'utiliser le plus grand nombre de théorèmes mathématiques possibles. Et Esther, en fait, a ouvert un nouveau sillon presque opposé à celui-là, sans d'ailleurs s'opposer à celui-là, qui a consisté à aller sur le terrain, à faire des enquêtes, à mettre en place une nouvelle technique qu'on utilisait en biologie pour tester des médicaments et qui s'appelle les essais randomisés contrôlés, et qui consiste à faire des expériences, on va dire, dans un hôpital et dans une école, et de comparer les résultats de cette expérience à ce qu'au fond un groupe témoin qui n'aurait pas fait. Et donc elle a fait progresser non pas seulement le savoir sur le développement économique, mais plus généralement sur les méthodes que les économistes peuvent être utilisées pour être plus près de la réalité. Et je crois que tout ça, c'est presque une contribution d'Esther à son domaine et à la science en général, qui est peut-être la trace de ce qu'on a essayé de faire tout en amont avec Christian Baudelot, à savoir de former des économistes ou des sociologues qui est le souci du terrain et qui soit au fond empreint d'humanisme, pour le dire très simplement comme ça. Donc Esther, vous avez beaucoup travaillé sur les questions liées au pays en voie de développement, mais il me semble que la nouvelle frontière pour vous, ça serait d'utiliser les mêmes méthodes plus systématiquement, et je sais que vous le faites déjà, mais pour les pays avancés, et par exemple pour la France, que vous nous aidiez à comprendre de quoi la souffrance sociale qui s'exprime en France aujourd'hui est en réalité l'expression. Voici une question de Daniel Cohen. Elle est complexe, cette question. Esther Duflo, vous avez répondu en partie à cette souffrance sociale exprimée par les Gilets jaunes. On a l'impression, nous, en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, que plus le temps passe, plus les inégalités s'accroissent, y compris en Occident, dans les pays dits riches, et que plus les gens s'appauvrissent, plus les riches s'enrichissent.
de manière démesurée et d'ailleurs incompréhensible. C'est même pas pensable comment les riches deviennent de plus en plus riches. Est-ce que c'est un mouvement qui est inéluctable selon vous, ou est-ce qu'un jour ça va s'arrêter ? Je vais peut-être commencer par répondre à la question de Daniel Cohen sur est-ce qu'on peut appliquer ce genre de méthode pour essayer de mieux comprendre la souffrance sociale qui existe aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays d'Europe, et surtout, est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment y remédier. Et donc là, effectivement, donc nous, il y a maintenant 10 ans, on a créé JIPAL Europe. Donc c'est un laboratoire international. Voilà, JIPAL, c'est mon laboratoire, c'est le laboratoire que j'anime donc avec Abhijit Banerjee et Ben Olken qui est situé au MIT, mais il a des antennes, des satellites, et il y en a un en Europe qui se trouve à l'école d'économie de Paris, sur le site justement de l'école normale où j'ai rencontré Daniel Cohen pour la première fois. Et dans ce laboratoire, il y a justement un effort pour essayer de comprendre ce qui peut être fait pour lutter contre la souffrance sociale en France. Un des aspects de cette souffrance, une des causes de cette souffrance, je suis tout à fait convaincue, est l'augmentation des inégalités. C'est-à-dire que même si les gens ne s'appauvrissent pas dans l'absolu, ils s'appauvrissent de manière relative parce qu'ils voient que leur revenus restent stables alors que ceux des plus riches augmentent de manière stratosphérique. Et c'est aussi je pense que pour la première fois dans l'histoire, en tout cas aux États-Unis, où ils ne peuvent plus être assurés que leurs enfants auront un meilleur sort que le sien. On ne pouvait jamais être assuré, mais on pouvait se dire que c'était quand même très probable. Et cette perte de la confiance dans la mobilité, qui va de pair avec les inégalités, mais c'est pas juste ça, parce que non seulement il y a des inégalités énormes, mais en plus l'idée que ces inégalités se reproduisent de génération en génération et que si on n'est pas tombé dans le bon endroit, on n'arrivera pas à s'en sortir, sont certainement une des causes du malaise social. Mais moi, disons, réfléchir à si cette augmentation des inégalités est inéluctable, c'est plutôt du domaine de Thomas Piketty ou d'autres qui travaillent sur ces sujets. Je ne vois pas pourquoi elle serait inéluctable, dans le sens où on a des instruments de redistribution. Si on décidait d'avoir une politique fiscale différente que celle qu'on a, si on était plus efficace sur la coordination entre les politiques fiscales en Europe et dans le monde, sur la lutte contre les paradis fiscaux, on pourrait avoir des impôts qui seraient beaucoup plus redistributifs. Et si on avait des impôts qui seraient beaucoup plus redistributifs, je pense que directement, ça réduirait la croissance des inégalités, dans le sens où si les impôts étaient très très élevés dans les tranches supérieures, comme des impôts de 90% et plus, comme c'était aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y aurait pas vraiment de raison de payer les chefs d'entreprise trop, puisque de toute façon tout irait au fisc. Donc je pense que rien que d'avoir... Donc c'est une question de volonté politique. Je pense que je suis tout à fait persuadée que c'est une question de volonté politique. Mais ça, plus en ayant lu les travaux de Thomas Piketty que moi-même, grâce à mon travail à moi, puisque mon travail à moi est plutôt centré sur, si on arrivait à si on augmentait les impôts sur les plus riches et qu'on avait donc de l'argent à dépenser sur les plus pauvres, ou sur les, pas si pauvres que ça, mais sur les stagnants, disons, sur la masse des gens qui sont les gilets jaunes par exemple, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et là, c'est là où justement le travail de très patient d'aller d'expérience en expérience sur qu'est-ce que c'est par exemple qu'un système éducatif qui est compatissant, au lieu d'être un système éducatif qui classe entre les gagnants et ceux qui sont pas les gagnants. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à retrouver un emploi quand ils en ont perdu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour orienter les jeunes mieux, etc. Toutes ces questions-là, c'est des questions qui peuvent se réduire, qui peuvent se poser une par une, qui sont très adaptées au type de méthode que moi j'emploie. C'est les essais randomisés dont parlait Daniel Cohen, et aussi à mon approche qui est très née dans le guidon en quelque sorte, où j'aime bien me poser une question spécifique, précise, et essayer d'y répondre. Mais dans ces travaux, par exemple, j'ai travaillé avec
la mission locale de Sénart sur un projet pour des jeunes très très décrochés, en fait, à la fois du système scolaire et du monde de l'emploi. Et ce projet, qui était porté par quelqu'un qui s'appelle Didier Dugast, son idée c'était qu'il fallait partir de l'ambition du jeune et partir de parce que beaucoup de jeunes en fait ont une idée d'un truc, de quelque chose qu'ils aimeraient faire. Mais la réponse normale du système, c'est de dire mais non, tu ne peux pas avoir une pharmacie alternative, ça va pas marcher. Et sa réponse à lui, c'est de dire non, on va partir de ce projet-là, on va essayer de comprendre vraiment très en détail pourquoi le jeune a ce projet-là, et à partir de ça, on va pouvoir reconstruire quelque chose qui est plus pragmatique, plus réalisable pour lui, etc. Et j'ai pu évaluer ce projet avec d'autres, et on a trouvé des effets extrêmement importants, en particulier pour les jeunes qui étaient les plus en difficulté. La raison pour laquelle je mentionne ce programme, à part que c'est à mon avis un programme formidable, c'est ce que ça nous dit sur ce malaise social. C'est-à-dire, moi, ces jeunes, je les ai vus, je les ai parlé, j'ai écouté, je leur ai parlé, j'ai écouté leur interview avec ces conseillers, et on voit que c'est des gens qui, depuis le début de leur vie, on leur a fait comprendre qu'ils étaient pas dignes. Depuis le système scolaire, depuis l'école maternelle, on leur a fait comprendre que c'était pas eux les premiers de la classe, qu'ils étaient pas dignes de réussir, que de toute façon ils réussiraient jamais. Et ils en sortent avec une méfiance du système et en fait une incapacité de se projeter eux-mêmes. Ils se voient à la fois comme des échecs et comme des victimes. Et à mon avis, ce renversement d'attitude qui existe dans ce programme en disant mais non, ton idée, il y a plein de choses bien dans ton idée. On va essayer de la reprendre pour voir qu'est-ce que tu peux en faire. Je pense que plus généralement, si on était capable d'avoir ce changement d'attitude et de dire aux gens, que ce soit les plus pauvres des pauvres, ou que ce soit les gens comme les gilets jaunes, qui va dire mais votre vie, elle est il y a plein de choses bien dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, etc. Et vous pouvez les réaliser différemment. Je pense que ça changerait, ça pourrait changer le climat social de manière importante. Mais c'est pas la manière dont l'aide sociale est organisée aujourd'hui en France, ou même tous les services sociaux sont organisés aujourd'hui en France, où il y a quand même une méfiance très très forte pour le bénéficiaire qui, a priori, est quelqu'un dont il faut se méfier et qui est sans doute là pour essayer d'extorquer quelque chose qui n'est pas à lui. Merci Esther Duflo pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous écrivez. Je rappelle que le dernier ouvrage paru, c'est Repenser la pauvreté. J'avais beaucoup d'autres questions, mais merci infiniment d'être venu nous parler de votre vision du monde et de vos travaux. On va se quitter en écoutant Orelsan, La fête est finie. Pas vraiment. Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un de tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La fête est finie. La fête est finie. Un jour tu te demandes
demande qui c'est ce gros porc dans la glace. C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté 3 marches. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta AAF. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Un jour tu te rends compte que personne écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé 3 mois de stress pour 30 minutes de plaisir. Quand y a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La fête est finie. La fête est finie. On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé. On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé. On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait?